grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici c'est... Mesdames, Messieurs, bonsoir et vous voulez bien nous excuser pour ce problème technique indépendant de notre volonté. Cela dit, suite à l'affaire du vol du nouveau-né à la maternité Isaka Gazobi de Niamey, survenu le 10 avril dernier, une de nos équipes a cherché à en savoir un peu plus sur cette rocambolesque affaire qui fait depuis quelque temps la une de certains médias. Regardez plutôt. Répandue comme une traînée de poudre à travers la ville de Niamey et au-delà, la nouvelle du rapt d'un nouveau-né à la maternité Isaka Gazobi de Niamey continue de plus en plus à faire agiter le landerneau médiatique nigérien depuis l'annonce faite de cette rocambolesque affaire dont les faits remonteraient au 10 avril dernier. C'était un lundi que j'étais venu. Une dame vient envers moi, tout en me demandant d'où je viens et qui m'accompagnait. Je lui répondis que j'étais avec ma mère. Ils ont décidé de me faire la césarienne. La dame est revenue tout en me félicitant d'avoir la césarienne, soit disant que pour elle, c'est reporté pour une autre fois. Elle m'a dit qu'elle doit amener l'enfant pour les injections. J'ai catégoriquement refusé. À l'arrivée de ma mère, elle l'a suivie jusqu'à la devanture de l'urgence. Elle était rentrée la première. Elle a parlé avec les infirmières. Après, elle est ressortie. Elle a fait comprendre à ma mère qu'elles sont en pause. Quelque temps après, elle demande à ma mère de lui confier le bébé pour qu'il puisse avoir l'injection, ce qui fut fait. Aussitôt saisi, le responsable en charge de cette formation sanitaire avait activement tenté de retrouver malheureusement sans succès le nouveau-né enlevé. Et malgré la prompte intervention des services compétents de la police et de la gendarmerie nationale, l'on reste à ce jour sans nouvelles du nouveau-né. Elle a profité d'une urgence qui était prise en charge à un moment donné au niveau de ce service-là et qui avait pris l'attention des agents qui travaillaient dans ce service-là. Dans tous les cas, elle a pu sortir par la deuxième porte. La vieille femme qui avait constaté que cette femme et son petit-fils ne revenaient pas vers elle, elle a préféré aller vers les agents de santé. Malheureusement, déjà, elle a constaté que ni la femme ni le bébé, elle n'a trouvé aucune trace de ces deux-là au niveau de cette salle. Il y avait une femme qui avait suivi la scène. Celle-là, elle avait expliqué aux agents de quoi il s'agissait. C'est en ce moment que nous, on a été informés en tant que direction de la maternité Gazobi. Et automatiquement, nous avons demandé au chef gendarme d'aller fermer tous les portails. On a mis en place aussi une petite équipe qui était chargée d'aller fouiller avec la couchée, qui connaît très bien la femme. Parce que pendant 4 jours, cette femme l'a côtoyée. Donc, elle la connaît très bien. La recherche a été infructueuse. Il faut dire que au même moment, nous avons demandé, nous avons contacté la PJ qui était venue auditionner non seulement les agents qui étaient au niveau de cette salle-là, des urgences, mais les agents aussi qui étaient au niveau de l'obstétrique, là où était hospitalisée la femme. Nous-mêmes, nous avions été auditionnés. Quelque temps après aussi, la direction générale de la sécurité de l'État était venue aussi dans nos locaux pour savoir exactement ce qui s'est passé. Des recherches qui se poursuivent activement selon le directeur général de la maternité centrale de Niamey qui, face à l'ampleur de la situation, annonce une batterie de dispositions prévues pour le renforcement de la surveillance au sein de la dite maternité. Nous allons désormais mettre en place un système où tous les accompagnants doivent porter des badges. À partir de leurs badges, ces accompagnants-là, on peut les identifier. On peut savoir de quel service d'hospitalisation ils le relèvent et de quel lit ils le relèvent. Un autre dispositif que nous sommes en train de chercher à mettre en place, c'est
un système de caméra surveillance qui n'est pas utilisé dans nos hôpitaux malheureusement. Aujourd'hui, nous sentons la nécessité impérieuse de le faire. Nous sommes obligés de le faire. Nous sommes obligés d'aller vers cela. Parce que si au moins il y avait ce système, s'il y avait ce dispositif-là, je vous assure que la femme, l'accouchée allait reconnaître à travers l'enregistrement qui serait fait, cette femme-là. Et on allait pouvoir exploiter les données de l'enregistrement pour la recherche active, pour une recherche active de cette femme-là. Une collaboration étroite de la population est donc plus que jamais nécessaire afin de dénoncer toute présence suspecte de nouveau-nés à travers nos différentes villes et quartiers. Sur un tout autre plan, les 8 conseillers sur le 20 que compte le conseil de ville de Zender viennent de déposer une motion de défiance contre le maire central. Les signataires de cette motion avancent plusieurs motifs, dont entre autres l'incompétence de celui-ci dans la gestion de la cité. Moussa Adamou Garba. Incompétence notoire, le non-respect des textes et règlements, c'est ce qui est reproché au président du conseil de ville de Zender par les 8 conseillers qui viennent de déposer une motion de défiance. Entre autres motivations notifiées, l'incapacité du maire central à créer la cohésion entre les conseillers municipaux, la mauvaise gestion des ressources de la ville de Zender, l'absence d'un PDC, plan de développement communal, et en 3 ans, aucune classe, aucune case de santé n'a été construite sur fonds propres de la ville de Zender. L'insuffisance totale face aux problèmes d'eau de la ville. Les signataires de la motion de défiance reprochent également au maire central les dépenses de prestige et les innombrables voyages sans objet pour la ville. Quant au non-respect des textes et règlements, les signataires avancent une violation des dispositions du décret 97/306/PRN/ME/I du 8 août 97 fixant les modalités d'établissement, d'approbation et de mise en valeur des plans de lotissement, morcellement des espaces réservés, attribution de terrain à des tiers. Bref, cette motion de défiance intervient à un moment où la ville de Zender manque d'un véritable plan de développement. Ceci est illustré par l'état désastreux de certaines routes, l'insalubrité grandissante de la ville, la détérioration des relations administratives entre le maire et ceux des arrondissements, le manque de respect mutuel, autant de constats qui freinent le développement socio-économique de la ville. Cette motion de défiance risque de changer littéralement la situation socio-économique et politique de la ville de Zender. Une ville qui aujourd'hui est confrontée à plusieurs adversités, et ce, dans tous les domaines. Merci Moussa Adamou Garba pour toutes ces précisions. Et puis le président du conseil de ville de Tawa a effectué une visite sur le site des travaux de redéploiement en vue d'augmenter la production de manière urgente, des travaux dont l'objectif est de trouver un début de solution au problème d'eau potable que rencontre la ville de Tawa. Les précisions RTD Tawa de Asman Amadou. Dans son discours à l'ouverture des travaux de la première session ordinaire du Conseil régional de Tawa au titre de l'année 2014, le président du Conseil, Illo Adamou, a énuméré les différentes réalisations qui ont été faites par le président de la République du Niger à Tawa et dans les autres régions dans l'exécution du programme de la Renaissance du Niger, au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes à 3 ans d'exercice. Le président du conseil régional a par la suite souligné les différents points inscrits à l'ordre du jour. Notre session dont le travaux s'ouvre ce matin a comme projet d'ordre du jour les points ci-dessous. Examen et adoption du procès verbal de la 3e session extraordinaire ordinaire 2013 du conseil régional. État général de la région, examen et adoption de travaux de commission, point sur l'exécution des délibérations 2013 du conseil régional. 5 communications. La première communication concernera donc l'initiative 3N. La deuxième sera donnée par le directeur régional des enseignements professionnels et techniques
et la dernière, le directeur régional du tourisme. Enfin, il est inscrit un divers qui sera transformé en un point valable inscrit. Il ne sera plus divers alors. Comme vous pouvez le constater, lors du jour de notre session, est cette chargée. Mais je sais compter sur votre sens du travail bien fait, habituel, afin que la présente session soit une réussite. En prenant la parole à l'ouverture de ces assises du Conseil régional, le gouverneur de la région de Tawa a fait la genèse des lois et règlements régissant le code du collectivité territoriale. Salifou Barmou a par la suite détaillé les grandes lignes de la bonne collaboration entre le gouvernorat et le Conseil régional. Durant 4 jours, tout au long de ces assises, les conseillers au titre de la région de Tawa vont échanger et débattre sur les différents points inscrits à l'ordre du jour liés à la vie de la région de Tawa. À Tawa, toujours, ouverture des assises de la première session ordinaire du Conseil régional de la ville de Tawa au titre de l'année 2014. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de ce conseil, dont des questions directement liées à la vie de la dite région. Retrouvons la correspondance de Asman Amadou. Pendant des années, à pareil moment, en période de chaleur, la population de la ville de Tawa, pour se ravitailler en quantité suffisante d'eau, c'est un véritable casse-tête. À la quête de solutions idoines à ce problème, en attendant la fin des travaux de la construction du 3e château d'eau et 4 forages profonds. D'autres travaux de redéploiement ont été engagés par les autorités régionales pour augmenter la production de manière urgente. Le président du conseil de ville de Tawa a effectué une visite sur ce site de redéploiement pour constater l'avancement des travaux. Sidi Sawani, électromécanicien à la Société d'exploitation des eaux du Niger, témoigne que la production sera augmentée de manière urgente. La pompe actuellement qu'on est en train de déposer, elle est fait 44 mètres cubes heure. Donc on va placer une pompe qu'on pense avoir 80 mètres cubes heure avec. C'est pour cela, maintenant, pour augmenter la production, c'est pour cela qu'on fait ça. On change la pompe pour augmenter la production. Ça va quand même améliorer les débits. Comme il y a toujours le couvert de la Nigélec là, on ne peut pas dire directement que c'est fini, mais on pense quand même à améliorer ça. Sur ce site, le président du conseil de ville de Tawa n'a pas nié ce problème d'eau. Abdou Ouhou Dodo lance un message à la population de la ville de Tawa. L'appel que je lance, je le répète et je le dis, il faut nécessairement que ces 2 jours-là, que ceux qui sont en train de faire des travaux de construction, vraiment on lance un appel urgent à leur endroit d'arrêter les constructions. Vraiment, ils n'ont qu'à arrêter les constructions au moins pour 72 heures, le temps qu'on règle vraiment le problème de consommation d'eau. Sinon, si les gens continuent vraiment à construire, ils transportent peut-être presque la moitié de l'eau de consommation, on va avoir des sérieux problèmes de la vie. Donc c'est pour cela, vraiment, je tiens encore au bon sens de toute la population de la ville de Tawa, à tout le monde, vraiment, plus des voisins qui vont interpeller leurs voisins, vraiment tout le monde n'a qu'à arrêter pendant 72 heures des questions de construction en attendant qu'on règle le problème de la consommation de la vie. Malgré les coupures intempestives d'électricité qui compliquent la situation, les autorités de la région de Tawa sont à pied d'œuvre pour trouver des solutions idoines à ce problème d'eau. Et comme vous l'avez compris, nous recevons ce soir sur ce plateau un invité, ou du moins c'est une invitée, puisqu'il s'agit de mademoiselle Madougou Amina. Elle est chef service Flouze, Move Niger. Alors, mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. Là, vous êtes là ce soir avec nous sur ce plateau, c'est pour nous parler des différents packs disponibles dans vos différentes agences. Alors, dites-nous déjà quels sont ces packs et surtout quels avantages offrent-ils. D'accord. Alors, je vous remercie d'abord. Et ce soir, je voulais vous dire que Move Niger est présent avec vous pour vous présenter les différents packs que nous avons en agence.
dans nos agences, aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Il s'agit notamment de produits Alcatel qui sont le OT1010, le 3000H, une tablette et une clé USB. Alors, justement, vous disiez disposer de l'Alcatel OT1010, c'est bien cela, de l'Alcatel 3000H, la tablette et vos sets et des clés USB. Alors, quels sont justement les différents tarifs? Est-ce que vous pourriez nous parler de ces tarifs également? Exactement. Alors, l'OT1010 est un mono-SIM. Il est vendu à 15 000 francs dans nos agences et offre 5 000 francs de crédit de communication valable en communication intra, move vers move. Alors, il est aussi vendu en duo. Il est vendu en duo à 22 500. Ce qui fait qu'en soustrayant effectivement les 5 000 francs de crédit de communication, le téléphone, il vous revient à 6 250. En gros. Justement. Maintenant, le 3000H, c'est un triple SIM qui est vendu à 25 000 francs. Le duo, en duo, ils sont vendus à 22 500. Alors, vous l'aurez, je vais dire, à 18 000, un peu plus de 18 000 comme ça, à l'unité. Il reviendrait. Vous n'avez pas parlé de la tablette? Oui. Alors, parce que pour moi, c'est un must. Là, nous avons à disposition une tablette qui est vendue à 125 000 francs. Alors, elle est vendue à 125 000 francs. Elle offre une connexion gratuite sur toute l'année. Et c'est valable jusqu'au 31 décembre de l'année 2014. Et en plus de cela, elle peut être vendue à crédit. Si vous êtes client à la Banque Atlantique ou à Ecobank, vous pouvez l'obtenir à crédit avec des facilités de paiement. Alors, la clé USB, c'est une clé de connexion et elle est vendue à 10 000 francs. Et elle vous donne une semaine de connexion en illimité, gratuitement. Bon, elle est compatible au réseau 3G, excusez-moi. Alors, justement, mademoiselle, parce que là, on a fait le tour de toutes ces questions. Quel est votre mot de fin pour conclure? Alors, pour conclure, je dirais, je remercierai d'abord nos abonnés et je leur demanderai de profiter pleinement de nos offres. Ils sont vraiment à des tarifs exceptionnels. Nous sommes en grande promo. Merci. Merci à vous, mademoiselle Madougou Amina. Et je rappelle que vous êtes chef service Flows Move Niger. Et vous pouvez également rester suivre avec nous la suite de ce journal. Merci beaucoup. Suite de ce journal, le ministre de l'Urbanisme a procédé ce matin à la pose de la première pierre du projet de construction d'une cité d'Oa dans le village Soreil, c'est dans la commune de Liboré, financé par le chèque du Qatar. Cet ouvrage, une fois réalisé, permettra d'améliorer les conditions d'existence de la population du dit village. N'est-ce pas, Isidore Banaba? Par la pose de la présente pierre, le ministre de l'Urbanisme et le cheikh Ahmad du Qatar lancent les travaux de construction de la cité d'Ahatouker, qui sera composée d'un complexe scolaire, d'un centre d'orphelinat, d'une mosquée, d'un forage et d'environ 100 logements sociaux qui seront offerts aux habitants de Soreil. Financée par le Qatar, cette réalisation viendra soulager les populations de Liboré en général et celle de Soreil en particulier. Je suis sûr que ces réalisations vont renforcer la communauté de Liboré, tant en termes d'accès à la santé, d'accès à l'éducation, mais aussi d'accès à la promotion humaine à travers les centres d'apprentissage. En plus de faciliter l'accès aux services de base comme l'éducation et la santé, cet ouvrage est au-delà une marque, celle de la solidarité qui doit prévaloir entre musulmans. أما المشروع هذا بالنسبة أهميته لنا إحنا في عملنا الخيري الطويل من سنوات كثيرة إحنا. Le but principal de cet ouvrage est d'apporter notre contribution à nos frères musulmans nigériens et que nous sommes une institution qui évolue dans l'aide humanitaire pratiquement dans presque tous les pays musulmans.
et que nous avons aujourd'hui choisi cet instant solennel pour venir au Niger et apporter notre contribution et la contribution du peuple qatari au peuple nigérien, parce que ce sont des frères et ce sont des frères musulmans à nous. Cette action du Qatar intervient à un moment où l'accès à un logement décent est l'une des priorités des autorités actuelles. C'est pourquoi le ministre de l'Urbanisme a vivement salué cette initiative. Une œuvre exemplaire et qui doit être suivie et appuyée par des Nigériens qui sont capables de le faire et d'autres personnes averties qui croient en l'au-delà, pas seulement dans ce monde si bas. Le projet est financé par le Qatar à hauteur de 391 millions de francs CFA. Il sera exécuté par l'ONG Care and Social Development pour une durée de 12 mois. Autre aspect de ce journal, la deuxième édition de la semaine littéraire initiée du 14 au 18 avril bat son plein au lycée La Fontaine de Niamey. Ce matin, une conférence de presse et un cocktail d'ouverture ont été organisés dans le cadre des activités de la dite semaine. Seni Maikido Jibril. Créée en 2012 à travers une première édition, la semaine littéraire renoue dans la capitale avec une série d'activités visant à faire découvrir au grand public les auteurs de la littérature francophone actuelle, ainsi que de créer un cadre pour les questionner sur les enjeux de la littérature contemporaine. C'est dans cette vision que cette conférence de presse a été initiée pour offrir aux journalistes un cadre convivial pour s'entretenir avec les auteurs contemporains de la littérature francophone, invités pour la circonstance, dont le Nigérien Adamou Ide. C'est tout un programme sur la semaine, un programme d'échange avec les établissements scolaires, mais aussi un programme de conférences et la foire du livre. Je voudrais simplement dire que c'est une deuxième session de la semaine littéraire. La première a été créée en 2012. Je crois que c'est très important parce que nos élèves et les élèves des établissements partenaires, ces élèves vont avoir la chance de rencontrer des auteurs. Ils ont, sur l'année, avec leurs enseignants, ils ont travaillé les œuvres de ces auteurs et ils ont même participé, encadrés aussi par leurs professeurs, à élaborer des critiques. Cette deuxième édition de la semaine littéraire revêt un caractère international, car elle est le fruit d'une synergie d'action. Cette seconde édition est marquée par son caractère international, puisque de nombreux pays sont représentés, le Niger, la France, l'Allemagne, les États-Unis, plus précisément la Californie, et également le Congo-Brazzaville. Et ce caractère international contribue quelque part au désenclavement du Niger. Saluant l'engagement réussi des initiateurs de cette deuxième édition, l'ambassadeur de France n'a pas manqué de formuler un vœu, celui de l'accessibilité des œuvres littéraires aux élèves nigériens. Et c'est vrai que je crois qu'il faut mesurer que réunir un tel plateau à Niamey au mois d'avril, c'est une performance assez extraordinaire. Dans beaucoup de pays d'Afrique, le téléphone traditionnel n'existait pas, puis on est passé d'un seul coup au téléphone portable. Je me demande si pour le livre ça va pas être pareil, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. Et finalement, le livre dématérialisé sous forme de tablette numérique, si c'est fiable, si ça ne demande pas trop d'énergie, peut-être que ce sera l'avenir pour que dans tous les endroits du Niger, les écoliers notamment puissent avoir accès à la lecture. Donc, les activités ont été sanctionnées par des dédicaces aux lauréats du concours de critique des œuvres des auteurs invités qui a engagé le lycée La Fontaine, le lycée Olinga, le Prytanée militaire et le lycée Mariama. L'apothéose de la carrière de Marie Dalussin. En effet, l'auteur confie elle-même... Début ce matin au Palais des Congrès de Niamey des travaux d'un atelier méthodologique de l'étude émergence d'une classe moyenne et réduction des inégalités. Organisé par l'Institut national de la statistique, cet atelier a pour objet de contribuer à un consensus sur la définition de la classe moyenne. Regardez. Définir de manière consensuelle la classe moyenne et démarrer les travaux proprement dits de l'étude dont les résultats fourniront des éléments pertinents sur les politiques et la stratégie de redistribution des revenus, d'amélioration des conditions d'existence en termes de consommation, de santé, d'éducation, de logement dans le but de réduire les inégalités
et renforcer la contribution de la classe moyenne à la croissance économique du pays. Tel est l'objectif visé à travers cet atelier méthodologique de l'étude Émergence d'une classe moyenne et réduction des inégalités organisé par l'Institut national de la statistique INS. Au Niger, ce n'est que depuis quelques années qu'il y a une certaine prise de conscience des autorités politiques au plus haut niveau sur la nécessité de faire de la classe moyenne un levier de la politique économique. Cela transparaît régulièrement dans de nombreuses interventions du président de la République, dont c'est devenu une préoccupation majeure. L'atelier d'aujourd'hui est donc un début de réponse que l'Institut national de la statistique apporte à cette préoccupation du président de la République, et il est apparu indispensable pour l'INS, dont la mission principale est de mettre à la disposition du gouvernement et des principaux utilisateurs des données de notre pays des données statistiques fiables et de qualité pour les aider à une prise de décision efficiente sur les questions socio-économiques, démographiques et culturelles, de créer les conditions à ce que, au niveau national, la question de la classe moyenne soit au cœur des débats, des réflexions, des préoccupations de notre administration, de nos populations, afin que chacun se l'approprie. Fruit d'une rencontre entre la cellule économique de la présidence de la République et l'Institut national de la statistique, cette rencontre constitue de l'entendement de ses initiateurs un jalon sur la longue route du développement socio-économique du pays. La question de l'émergence d'une classe moyenne au Niger, qui est la question centrale de cet atelier, organisé par l'Institut national de la statistique, a toujours été, depuis la révolution industrielle en Europe, au cœur des préoccupations des économistes et des responsables politiques de tous les pays. Cette classe a constitué depuis des décennies l'instrument du succès ou de l'échec des politiques et des plans de développement économique élaborés et mis en œuvre non seulement par les pays européens, mais aussi de l'Asie et de l'Amérique. Malheureusement, en Afrique, très peu de pays se sont inspirés de l'expérience de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie pour bâtir des plans et programmes de développement solides et durables, centrés sur cette question de la classe moyenne. Ainsi, la journée durant, les participants au présent atelier se pencheront sur l'histoire de la classe moyenne à travers le monde et auront une présentation sur notamment la situation socio-économique du Niger ou encore la définition et la méthode de détermination de la classe moyenne, entre autres. Sur le front social, le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, le SUSAS, a entamé ce matin une grève de 48 heures, une grève avec service minimum observé sur l'ensemble du territoire national et qui trouve son fondement dans le non-paiement des incidences financières aux agents de la santé et de l'action sociale. Le constat est de Mariama Soumana. Le SUSAS vive! Le SUSAS vive! La lutte continue! La lutte continue! La grève de 48 heures du syndicat unique de la santé et de l'action sociale se veut un avertissement. Par cette grève, ces agents exigent du gouvernement la satisfaction de leur plateforme revendicative qui se résume au paiement immédiat de leur incidence financière due aux avancements, réclassements et rappels sur salaire. Un tour dans certains centres de santé nous a permis de constater l'effectivité de cet arrêt de travail. Il en est de même sur l'ensemble du territoire national, à en croire le secrétaire général du Ben SUSAS. Nous venons aussi d'avoir les échos de toutes les régions du Niger. Et on ne peut que se réjouir, en tout cas, de l'effectivité de cette grève que les agents de santé ont compris parce qu'ils sont devant un engagement pour arracher leurs droits qui est spécifiquement les incidences financières. Après le dépôt de ce préavis de grève, le SUSAS a eu un bref entretien avec la partie gouvernementale, entretien que ses agents jugent infructueux. Ainsi, au-delà de cet arrêt de travail, les agents de la santé et de l'action sociale entendent sur le ton. Si rien n'a été fait, je pense que nous avons aussi la possibilité de nous pencher sur une autre stratégie de lutte pour que ce gouvernement arrive à satisfaire les agents de santé. De cet arrêt de travail, il est évident que ceux qui vont en pâtir, ce sont surtout les pauvres citoyens.
Il urge donc à ce que les deux parties puissent trouver un terrain d'entente au grand bonheur de tous. Toujours sur le front social, la délégation générale des étudiants de l'Institut universitaire et technologique de Maradi a organisé ce matin à la devanture de l'administration du Institut un sit-in. Il s'agit pour ces derniers de se faire entendre suite au non-respect de leur plateforme revendicative introduite auprès de l'administration rectorale. Revendication écrite sur des bouts de carton avec slogan à l'appui. Après 20 jours de grève illimitée, ces étudiants de l'UIT de Maradi ont décidé d'exprimer leur ras-le-bol à travers ces sit-ins à la devanture de leur administration. Un mouvement d'humeur pour exiger, entre autres, la révision de leur système d'évaluation et la construction des ateliers de travaux pratiques. La délégation générale des étudiants à l'IT, en commun accord avec la grande base souveraine, déplore le silence noir de l'administration de l'IT qui continue de se montrer indifférente face à cette situation. Exige du directeur de l'IT de prendre ses responsabilités pour mettre fin à cette tumultueuse situation. Exige la révision de l'immédiat des textes du système d'évaluation à l'IT de Maradi. Exige le démarrage des travaux de construction des ateliers de travaux pratiques dans un bref délai. Exige l'insertion des travaux de réalisation dans les programmes des filières génie mécanique et génie civil à l'instar du génie électrique. Dépassés par les événements, ces étudiants de l'UIT de Maradi, qui sont au bout de leurs efforts, lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités. Nous lançons un cri de cœur qui nous vient du fond vraiment de notre être. Nous voudrons à ce que le gouvernement puisse intervenir pour qu'il puisse dire quelque chose au moins par rapport à cette situation. Parce qu'aujourd'hui c'est très critique de voir aujourd'hui qu'on fasse 20 jours de grève, ce qui équivaut à 160 heures. Là vraiment c'est une grosse perte pour l'UNA. D'habitude même l'année n'est pas stable à l'UIT. Et surtout avec ce genre de mouvement là vraiment on finit toujours par perdre en fait. Là c'est une grosse perte pour l'État et nous suggérons vraiment de la mesure du possible. Nous implorons les autorités nigériennes à nous aider. Pour retrouver la sérénité et la quiétude au sein de l'UIT de Maradi, étudiants et administration se doivent de trouver un compromis pour une bonne marche des activités académiques. De la politique à présent, à Maradi, le militant du parti PNDS Tareya, l'opérateur économique El Hadji Sani Atia a tenu à dresser un bilan de ses activités politiques. Un bilan, globalement positif, comme nous le dira dans ce compte-rendu Alzuma Seni Soumaïla. Partagé entre le business, la politique et le social, El Hadji Sani Atia est l'un des opérateurs économiques les plus en vue actuellement dans la région de Maradi. Depuis un an, il a initié plusieurs actions sur le plan politique et social pour accompagner le programme de la renaissance du président de la République, Issoufou Mahamadou. Militant du PNDS Tareya, très actif sur le plan politique, il a organisé et participé à plusieurs meetings d'adhésion au Parti Rose dans la région de Maradi. Ba kama ga shekara da ta wuce mun jagoranci abubuwa da yawa a cikin jihar Maradi, mitin wanda mutane kusoshi na cikin wasu jam'iyyu da wasu zababbi ma na jam'iyyu da kingin mutane waɗanda aka sani baki daya suna ba da kai ce su kira mu ce su sun goyi bayan wannan iko na Muhammadu Isuhu, sun goyi baya kuma sun koma tare da Firizan Muhammadu Isuhu. Da yawa wurare daban-daban akwai mayan mitin ga wanda ni ne jagoranta zuwa Chadowa, akwai wani babban mitin ga wanda Audu Mani ya jagoranta zuwa wannan Karusa, akwai babban mitin ga wanda sarkin yaƙi ya jagoranta zuwa wancan Jiratawa. To akwai su da yawa, mun gudanar da mitin sama da 50 wanda kowane mutane ne suna ba da goyon baya ga shugabancin Isuhu da ayyukan da yake yi. Kenan kaga wannan abu ai bai kai ba ma mu mai bayani, amma na dan kisa ma ne mutane talaka suke bayani da kansu.
Ces multiples meetings politiques du Parti Rose dans la région de Maradi, épaulés par les dirigeants et grands militants du PNDS Taraya de Maradi, ont fait de la région de Maradi l'une des régions les plus mouvementées où le PNDS Taraya a assisté à plusieurs adhésions. Voilà, merci Arzouma, Seni, Soumaïla. Et puis, dernier aspect de ce journal, le réseau de téléphonie mobile Airtel Niger, en collaboration avec ses partenaires, a procédé hier au Grand Hôtel de Niamey au lancement de la caravane musicale dénommée Mourière Niger Tour 2014. Objectif œuvrer à la consolidation de l'unité nationale et à la cohésion de toutes les composantes de la nation. Alimatou Abdou. Cet événement, le premier du genre, organisé par Airtel Niger, rentre dans le cadre du lancement de la caravane musicale dénommée Mourière Niger Tour 2014. À travers le lancement de cette caravane, spécialement dédiée à la jeunesse dynamique, consciente et amoureuse de la musique nigérienne, Airtel Niger vise comme objectif d'œuvrer inlassablement à la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion de toutes les composantes du pays, afin que le Niger, pays en plein essor, assure son développement économique de l'unité et la quiétude sociale. Et cette caravane va véhiculer un message. Ce message, nous l'avons voulu comme étant la voix du Niger. Mourière Niger. Et ce message va être un message d'unité, un message de paix vers les jeunes. Ils sont au total 8 artistes musiciens nigériens dans le domaine du hip-hop, à savoir MDM Crew, Idi Sarki, Crazy Girl, Moustine, Philomène, Kamikaze, Onis et Métaphore à être sélectionnés pour la tournée de la caravane qui sillonnera dès ce 15 avril 2014 toutes les 8 régions du Niger avec un hymne spécialement composé appelé hymne de l'unité. Le président du Conseil des jeunes a salué cette initiative d'Airtel Niger et ses partenaires et a émis le vœu qu'Airtel Niger puisse doter ses artistes d'un studio d'enregistrement pour mener à bien leur profession. Je souhaiterais qu'au-delà de cette caravane, que Airtel Niger et ses partenaires puissent en tout cas envisager la création d'un studio de taille qui va en tout cas permettre à nos jeunes amis qui sont là, qui va les éviter d'aller chaque fois au Burkina, chaque fois à Ouaga pour enregistrer leurs chansons. Je pense que les artistes ne me diront pas le contraire. Ils sont tous les jours dans les bus, ils font les allers-retours. Si on peut avoir un studio, je pense que ça sera mieux pour eux. L'hymne de l'unité qui sera chanté par ces 8 artistes au cours de cette caravane saura sans nul doute capter l'attention de la jeunesse nigérienne et permettra d'établir une forte cohésion entre les jeunes de toutes les régions du Niger. Voilà, et c'est sur cette note d'information que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et passé d'excellents moments en compagnie de programmes de la télévision Dunia. Au revoir.